Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ai-je pris la bonne décision de partir? Je ne sais pas vraiment si je suis à ma place dans cette entreprise. Vais-je vraiment faire des meubles industriels toute ma vie? Des meubles industriels? Je ne sais pas si ça me correspond vraiment. Et j'en ai marre de rester enfermée toute la journée. Entre mon petit appart et ce boulot qui me prend tout mon temps, je peux même plus aller m'aérer l'esprit quelques instants. Les enfants ont l'air de s'amuser, au moins. Qu'est-ce que c'était bien quand j'étais petite et qu'on pouvait jouer toute la journée dehors. Et on ne rentrait qu'à la nuit tombée. C'était si bien. Est-ce que j'y retourne? Non. Ça sent bon. J'aime l'odeur du bois coupé. Je voudrais retourner dans les bois, me promener, pour m'aérer l'esprit et jouer dans une cabane, comme quand on était petit. C'était si bien. Je suis trop grande. La jeunesse, on n'en profite jamais assez. Ces enfants ont de la chance de pouvoir encore en profiter. Même ce job, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas l'avenir que j'avais imaginé. Mais mes parents, ils comptent sur moi pour ramener de l'argent à la famille. Moi, je voulais travailler le bois dans une entreprise que je respecte, et pas cette entreprise pourrie. Mais je n'ai pas le choix. Les enfants qui jouent là-bas, eux au moins, ils ont encore le choix à leur âge. Est-ce que j'y retourne? Non, encore 5 minutes. Il est beau ce nuage. C'est réconfortant. Comme quand on est sous sa couette, le matin au réveil. Et que pendant quelques instants, on n'est pas encore très bien réveillé. J'aimerais retourner dans ma maison d'enfance un dimanche matin. Ma mère serait dans la cuisine en train de faire une tarte aux pommes. Et l'odeur monterait jusque dans ma chambre. Mon père serait sur le canapé, en train de regarder la télé. Et mon frère, il sera encore en train de dormir. Ça, c'est une bonne ambiance, où on se sent en sécurité et où il n'y a aucun problème à régler. J'aimerais y retourner. Mais il faut que je retourne au travail. Je n'ai plus le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Mais j'ai pas envie. Et si j'y retournais pas? Où suis-je? Un rendez-vous devant une maison. Elle me paraissait abandonnée, mais j'étais entrée. C'était étrange.
Je me disais que l'intérieur serait plus accueillant, et puis je m'étais engagée. Il fallait que j'honore ce travail. L'adresse. Je la connaissais pourtant, l'adresse. À 16h. Oui, 16h. Un couloir. Je les entendais au loin. Elles m'attendaient. C'est vide, lugubre, sombre et sale. Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à l'aise, pas confiante. En plus, il fait froid. L'air passe par la fenêtre. J'attends. Je ne m'attendais pas à devoir travailler dans une telle atmosphère. Non, c'est plus fort que moi, je ne pourrais pas. Je suis vraiment mal à l'aise face à cette caméra. Qu'est-ce qu'elles font? Elles chuchotent. Elles m'observent. Du fil? Elles veulent du fil blanc? Mais comment ça, du fil blanc? Pourquoi? Je n'étais pas bien grande quand je suis allée en vacances avec mes parents à Chamonix. J'avais plus de 8 ans, mais moins de 12. Nous étions logés dans une maison de campagne, nichée au creux de la vallée, au pied du Mont Blanc et des Grandes Jorasses. Pour moi, les vacances ont toujours été synonymes d'excursion, de visite, de marche dans la nature. Je me suis trouvée ramenée à une époque semblant si lointaine, à une vallée presque oubliée. Une vive impression de familiarité s'est alors emparée de moi, voilée par le temps et par les différences. À l'époque, je n'étais pas bien grande, sans pour autant être petite. Mais confrontée à l'immensité de la nature, il est aisé de se sentir minuscule. J'ai alors été submergée par la puissance de la montagne. Un ruisseau, furieux, froid et transparent, laissait apercevoir des cailloux et des galets, charriés par le courant. Il semblait si furieux d'être à plat, alors qu'il descendait vivement de la montagne. Indigne d'être arrêté dans sa course, il attendait qu'un malheureux pose le pied en son sein pour l'engloutir. Le bruit de l'eau contre la roche contrastait drastiquement avec le calme du ruisseau. D'où pouvait venir ce bruit, furieux et rageur, alors que tout autour semblait si calme? Loin de déranger la tranquillité ambiante, il semblait envelopper la vallée d'une bulle de silence, si tant est que le silence puisse être aussi ronflant. C'était à se demander si ce bruit de fond, similaire au tonnerre, n'était pas l'expression de la colère de la montagne, dérangée par les humains que nous étions. Il n'est pas de lieu où je me sois sentie depuis plus au calme et apaisée. C'est un lieu serein que l'humanité n'a pas encore atteint.
Ce soir, rien ne se passe comme d'habitude. Je suis enfermée, assise sur une chaise au milieu de la pièce. Un rayon de soleil la traverse. La lumière qui tombe sur le parquet le fait briller. J'observe tout autour de moi. Les volets sont ouverts. J'aperçois même le clocher d'une église. Cela fait maintenant quelques heures que je suis enfermée ici. Elle me paraissait une éternité. Je ne comprends pas ce que l'on attend de moi. La pièce n'est pas encombrée. Je peux observer ces grands murs blancs qui m'entourent et ces deux cordes noires qui pendent derrière moi. Je suis assise sur cette chaise. Je n'ose plus bouger. La porte s'ouvre avec un léger grincement. Je peux alors observer ce long couloir sombre. Je ne peux imaginer la fin de celui-ci. Soudain, de cette obscurité surgit une silhouette. Mon sang ne fait qu'un tour. Dans ma poitrine, mon cœur bat fort, de plus en plus fort. Je fixe cette grande ombre noire qui semble être une corpulence masculine. Je constate qu'il tient un objet dans ses mains. Plus celui-ci se rapproche du sol, plus j'arrive à déceler de quoi il s'agit. C'est un téléphone noir. Il le pose d'une telle délicatesse. Le poids de l'objet déposé au sol fait un bruit sec. Puis, plus rien. Sans un regard et sans un mot, il repart. Seul le bruit de ses pas lourds résonne dans la maison. Puis, le silence. 1000 questions se posent alors dans ma tête. Qui est-il? Que me veut-il? Je suis soulevée de cette chaise. J'avance pas à pas vers ce téléphone. À genoux devant celui-ci, mes doigts rentrent naturellement dans le cadran de ce téléphone. Ils se mettent à tourner, 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 sans s'arrêter. Devant moi se dressent de grands escaliers. Je monte tout doucement.
Le calme règne. Il y a peu de lumière. À l'étage, je tombe sur une porte entrouverte. Je m'arrête. Je reste immobile face à cette pièce étrange et intrigante. Une chaise se trouve au milieu de la pièce, qui, elle, semble plutôt vide. La lumière du jour traversant, les couleurs sombres du sol et de la chaise me laissent perplexe. Il y a un net contraste entre la lumière du jour qui apporte l'espoir et cette chaise seule. Un individu seul sur cette chaise, peut-être était-il coupable, condamné ? Je me questionne sur cet individu. A-t-il souffert ? Est-il vraiment mort ? Je n'ai pas encore franchi le pas de cette porte. Il y a des cordes au fond de la pièce. Ces cordes se trouvent derrière la chaise. Elles sont longues et elles ont un nœud étrange. Ma gorge se resserre. Peut-être ont-elles été utilisées pour une pendaison ? Il a ressenti les cordes sur lui. Et puis est survenue la suffocation. Il a donc vu sa mort venir. Mon regard se dirige vers le sol. À mes pieds se trouve un téléphone. Je n'ai vu que la chaise, seule, au fond de cette pièce. Je n'avais même pas vu ce téléphone. Cette chaise est froide et dure. Elle est sans confort. Beaucoup d'individus ont dû souffrir sur cette chaise. Face à moi, un téléphone. Un téléphone. Tout de suite, je comprends. Je le sais. Ce téléphone retentit, sonne, pour annoncer la mort d'un individu. Chaque fois qu'il sonne, il entraîne la pendaison d'une personne. J'en suis donc sûre désormais, un être a dû être torturé dans cette pièce. Il a dû souffrir, le sang a coulé. Dès que ce téléphone retentit, la chaise est vide, quelques minutes plus tard. Je vais mourir. Dimanche gris et sombre,
souvenir resté si tenace à ma mémoire que je ne saurais l'oublier. Après l'avoir rencontré par le plus grand des hasards, moi, artiste de toujours, j'ai immédiatement été fascinée par la teinte parfaitement allie de sa peau. Je lui ai alors demandé de se déplacer pour réaliser quelques clichés. Je ne souhaitais pas en savoir davantage pour ne pas être influencée. Je préférais me laisser porter par ce qu'elle m'inspirait. D'elle-même, elle avait pris des poses lascives, jouant tantôt avec ses mains, tantôt avec ses jambes. Son apparente décomplexion vis-à-vis de son corps, l'habileté de ses gestes, m'avait conduit à lui demander de se dénuder. Elle avait alors répondu avec un sourire suggestif et après s'être exécutée tout en lenteur, avait continué son étrange danse. Je m'étais alors interrogée sur ce qu'elle m'évoquait. Malgré la lumière de ma chambre, cette femme semblait dégager quelque chose de sombre, mais surtout d'hypnotisant. Son regard profond semblait sonder la plus infime partie de moi-même. Vous savez, il y a des personnes qui ne vous regardent pas dans les yeux, qui préfèrent éviter les contacts directs, surtout lorsqu'elles ne vous connaissent pas. Eh bien, je peux vous assurer qu'elle n'était pas ce genre de personne. Telle une prédatrice, elle me jaugeait. J'irais même jusqu'à dire qu'elle me défiait du regard. Beaucoup de mes modèles m'ont confié avoir l'impression d'être des proies lorsqu'elles se retrouvent sous les phares de mon appareil photo. Elle était loin d'en être une. Et elle savait ce qu'elle avait à faire. Moi, j'étais beaucoup moins sûre de ses intentions et je me retrouvais finalement moi-même prise à mon propre jeu. Nous avions alors essayé plusieurs poses. Et c'est celle que vous avez vue sur la photographie qui a retenu toute mon attention. Car elle est l'image exacte que je me faisais d'elle, sa parfaite représentation. Si c'était à mes yeux une personne obscure, il fallait que cela ressorte dans le cliché. Son sourire, figé, ses lèvres, d'une couleur marron foncé, en ajoutaient à son côté surnaturel. Telle une prédatrice, elle avait alors happé de ses longs ongles rouges acérés comme des griffes un des livres qui s'y situait sur ma commode. Et elle l'avait d'abord exposé fièrement comme un trophée. Puis elle l'avait ouvert pour mieux l'observer. J'avais alors entendu de brefs bruits de craquement. Et j'avais compris qu'elle était en train de le réduire en miettes. Effarée fus-je alors que ce soit l'ouvrage qui recèle toutes mes aspirations du moment. Et c'est là que j'ai eu une illumination. Quand je l'ai regardée, effrayée par autant de cruauté, j'ai cru avoir une hallucination. Les photos, éparpillées sur son corps, semblaient se fondre avec lui. De cette manière, elle incarnait l'album. Elle faisait corps avec lui. Mais mon illusion d'optique ne s'arrêtait pas là. Telle une créature mythologique, elle revêtait maintenant plusieurs membres. Elle avait même le pouvoir de les intervertir. Pour être tout à fait honnête avec vous, à cet instant, je ne voyais plus très clair. Mais est-ce dû à cette étrange femme? Ou est-ce simplement le flou artistique qui m'avait emporté? Je ne saurais le dire. La forêt, c'est un endroit merveilleux, d'une beauté naturelle. Un endroit tellement paisible où l'on peut entendre
le chant des oiseaux et même le bruit du vent sur les feuilles des arbres. J'aime y aller y cueillir des champignons avec ma mère et ma sœur. Je me rappelle de mon enfance, je pouvais y vivre d'incroyables aventures. Parfois j'étais seule et parfois ma sœur était avec moi. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'en oubliais l'odeur des champignons et même le chant des oiseaux, car je partais dans un autre monde. Mais avant, quand j'étais petite, les bois m'effrayaient. J'aimerais avoir oublié ces souvenirs. Je me rappelle, je suis dans les bois, il fait encore nuit. Je ne vois rien, rien du tout. Tout se confond. Je prends ma mère pour un arbre et les feuilles pour des oiseaux. Le fait que dans les bois tout se ressemble et qu'il est dur de s'y retrouver me fait même avoir peur de mon ombre. C'est fou, mais je crois me souvenir que dans les bois, il s'y passait des choses. Je me revois, je m'évade de ce monde réel pour entrer dans ces bois, sombres et terrifiants. Aussi fou que cela puisse l'être, je marche et j'entends les branches craquer à mes pieds, se tordant de douleur, mais comme si elles étaient vivantes et qu'elles pouvaient ressentir quelque chose. Je vois des choses bouger, mais comme si les arbres avaient un visage et qu'ils pouvaient se parler, ou encore même que les cailloux ou les rochers pouvaient marcher et faire en sorte que je trébuche. Je n'arrive même plus à dire si c'est le fruit de mon imagination ou bien la réalité. À ce moment-là, la forêt est vivante. C'est fou. Ces souvenirs m'en font perdre la tête encore aujourd'hui. Reparler de ça n'est vraiment pas facile. Je me demande si je suis seule dans ma tête ou si il y a une deuxième personne en moi qui me veut du mal. Je me rappelle même qu'une fois, ou peut-être que ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne sais plus. Un jour, j'ai perdu ma mère dans les bois. Elle était cachée par tous ces arbres, tous aussi géants les uns que les autres, et faisaient de nous des êtres insignifiants. À ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Je suis complètement tétanisée. Je n'ose plus bouger. J'imagine que ma mère m'a abandonnée, ou qu'il lui est arrivé quelque chose, mais que je ne sais pas, car je ne suis pas restée avec elle. Je me revois, les yeux rouges, la vue troublée par mes larmes. Je cherche la silhouette de ma mère au milieu de tous ces arbres, mais je ne vois rien, rien du tout. Je me revois, je suis seule, je n'ai personne pour m'aider et personne ne me répond. Je suis complètement désorientée. Attentive au moindre bruit, je me suis mise à courir pour échapper à ce qui sortait de mon imagination. Dans les bois, tout prenait vie. Plus j'y passe du temps, et plus mon imagination m'effraie. Le froid du vent, ces bruits, me rendent folle. Je ne fais que de regarder derrière moi, en espérant que personne ne me suit. C'est étrange, cette sensation, que me rappellent ces souvenirs. Ils ne cessent de me hanter, même encore aujourd'hui. Pour notre nouvelle marque de vêtements, nous recherchons 2 enfants qui ont entre 2 et 3 ans avec de la beauté et de l'élégance pour incarner l'image de notre marque. Présentez-vous. Lorsque j'ai vu cette annonce, je le savais. Mes 2 filles allaient être sélectionnées. Elles ont la beauté, elles ont l'élégance, tout dans la simplicité. Elles allaient être parfaites pour ce casting. La veille de ce casting, donc nous nous sommes organisés une petite journée entre filles.
Je leur ai acheté un shampoing à la banane, je leur ai acheté une lime à ongles électrique, un parfum à l'abricot. Elles étaient super contentes et nous nous sommes amusés comme des folles. C'était super. Tout était prêt. Il y avait un monde ce jour-là. Oh, des parents, des enfants, il y en avait partout. Tout le monde s'était présenté à ce casting. Bon, moi j'étais sereine, mes filles aussi, parce que très honnêtement, je savais qu'elles allaient cartonner à ce casting. Il y avait un matériel présent sur place, digne des films hollywoodiens. Il y avait des flashs énormes qui faisaient 3 fois la taille de mes filles. Il y avait un fond qui faisait du bruit sur lequel on marchait. Ça provoquait une ambiance vraiment particulière. Il y avait aussi des jouets. Des jouets, mais alors il y en avait partout, avec des parents et des enfants qui étaient tous hyper stressés. Bon, Betty, du coup, à cause des jouets, elle pensait qu'elle allait jouer avec les autres modèles. Faye, en revanche, elle était beaucoup plus concentrée, mais je sais pourquoi. Elle adore qu'on la prenne en photo. À la maison, de toute façon, elle me montre mon téléphone des fois, et elle attend que ça. Donc le travail était vraiment assez simple pour Faye. Betty, à force de persuasion, elle a réussi à se prêter au jeu aussi. « Allez les filles, on ne bouge plus et on ouvre les yeux », disait le photographe. Vous savez, malgré leur jeune âge, elles comprenaient tout à fait ce qu'elles devaient faire. Elles comprenaient tout ce que le photographe disait et tout ce que je leur avais appris. Il avait réussi à établir un lien entre elle et lui qui faisait qu'elle s'était complètement coupée de tout l'environnement qui était un petit peu stressant. Et puis finalement, elle se prêtait plutôt bien au jeu. Je suis fière d'elle. Le photographe était fier d'elle aussi. Il faut dire que c'est un travail que nous avons commencé dès leur plus jeune âge. Et puis, il faut dire qu'en France, nous faisons de très bons éducateurs canins. Mon reflet dans le miroir, mon visage et mon corps remplis de cicatrices me rappellent ce moment douloureux de mon existence. Je ne peux m'empêcher de repenser à ce moment traumatisant qui s'infiltre sans cesse dans mon esprit, au point de ne jamais l'oublier. Il me poursuit la nuit, dans mes pensées, et me donne des cauchemars qui au réveil me laissent effrayée, démunie, vidée. Je me remémore de ce petit matin où, à peine sortie du lit, je ressens l'envie de m'aérer. Pressée, j'enfile une petite robe blanche et un manteau sombre pour poursuivre la nature environnante. Plongée dans mes pensées, je ne me rends pas compte que la nature est si calme. Au loin, un nuage noir. Il se déplace dans le ciel grisâtre. J'entends une cacophonie de bruits d'oiseaux, augmentant à mesure qu'ils se rapprochent de moi. Des milliers d'oiseaux, de toute taille et de toute espèce. Je suis transie de peur. Ils foncent sur moi. Je cours, paniquée, je trébuche et me retrouve au sol. Impossible de bouger. Ces oiseaux sont unis dans l'attaque. Ces animaux noirs, aux yeux rouges, m'inspirent le mal et la souffrance. Surgit de nulle part, un oiseau de grande taille, maléfique et imposant, se jette sur moi. Son grand bec s'approche de mon visage. Il est si proche. Je reste figée. Que va-t-il me faire? Les autres surgissent sur moi. Je sens cette masse recouvrir mon corps. Elle m'absorbe,
Elles m'oppressent, je n'arrive plus à respirer et je suffoque. Je sens leurs griffes lacérer mes vêtements et je sens ma chair meurtrie. Je sens l'odeur du sang dans le nez. C'est long et sans fin. Je suis désemparée, effrayée. Je me sens prise au piège par ces monstres dangereux. Je m'enferme dans une bulle, dans le seul but de survivre. À ce moment précis, telle une proie, je me sens comme un morceau de viande qu'ils considèrent comme un simple aliment. Je tremble, j'ai mal, tellement mal. Je pars vers un autre monde. Mes oreilles bourdonnent, je perds connaissance. Mes yeux s'entrouvent. Je suis allongée sur un canapé. Mon thérapeute est face à moi. L'hypnose est un succès. J'ai regardé des heures dans la glace en espérant y voir ton reflet. Tes mains, tes pieds, ton visage, dans le crépuscule ne se dessinent que dans mon souvenir. Sur une plage de sel, tu danses et je te rejoins. Les yeux dans les yeux, nous glissons. Je m'approche, tu m'attends. Le ciel au soir rayonne sur ta peau et tes cils. Je me perds dans la contemplation docile des tumultes de ma mémoire. Dans les couleurs azurées et dorées, tes cheveux forment des nuages incompréhensibles. Et le bruit de tes pas résonne dans le temps comme des gouttes amères. J'aimais ta liberté, autant des coquillages polis par le sable. Comme une vague silencieuse, je passe ma main sur ta nuque et je vois enfin. Nous valsons tous les deux dans l'anarchique battement de nos membres qui s'enlacent. Au loin, on aperçoit le rayon vert. Éblouis par le soleil absent, nous avançons à tâtons. Et dans la folie des éléments, dans l'expression des sentiments, si proches du sol et de la fin, nous construisons seuls les cieux vertigineux des enfers suspendus. On se serre comme un adieu aux corps qui furent les nôtres. Tes ongles dans ma peau, les courbes de nos dos, les lignes de nos mains et de nos jambes tracent l'avenir certain des dernières secondes qu'il nous reste. J'ai aimé danser à tes côtés, voir en toi le reflet de mon âme. Nous nous sommes croisés dans l'éphémère. Il y eut bien des déboires, les battements de nos cœurs dans les gestes sans histoire. J'ai rêvé de te retrouver dans cet instant hors de tout temps, mais la nuit a eu raison de nos danses, et nous avons disparu comme la mer emporte avec elle le secret des perles abandonnées.
Jamais plus je n'entrerai dans l'eau. Jamais plus je ne nagerai. Mais ce jour-là, il faisait si beau, si chaud, et j'étais si seule. Le soleil brûlait ma peau. Sa réverbération me brûlait les yeux. Je tournais plusieurs fois autour du bassin. Mon cœur s'emballait. Mes pas accéléraient à chaque nouveau tour. J'étais comme angoissée. Je me posais 1001 questions. D'abord, je voulus m'arrêter et fuir, me retourner, courir et ne plus jamais revenir. Homme, bois de l'eau pour te rendre beau, gave-toi de soleil pour te rendre fort, et regarde le soleil pour devenir grand. Je ne pus m'empêcher de repenser à ce proverbe africain que me répétait mon cher grand-père, ce si grand nageur. J'admirais tant ce si grand homme. Depuis toujours, j'avais rêvé d'être comme lui. Et me retrouver là, aujourd'hui, là où il avait nagé sa dernière brasse, là où il avait laissé tant de souvenirs, là où tout s'était arrêté. Et cette phrase qui résonnait en moi, à chaque fois que je perdais un peu plus de confiance en moi. Enfin, je me décidai à plonger. Cette sensation, cette eau si froide sur mon corps si chaud. J'ouvris les yeux. Tout était trouble. Tout était si silencieux. Plus aucun son n'était audible. C'était d'un calme. Je ne pensais plus. Je ne ressentais plus. Je me sentais si bien, comme dans un cocon qui m'enveloppait et me réconfortait. Le temps s'arrêta. Et dans la profondeur du bassin, mon corps se laissait flotter. Seul dans l'eau, il se laissait faire. Comme un pantin, il se laissait porter. Mon esprit ne pensait plus à rien. Je ne ressentais plus rien. J'étais comme vide, perdue. J'étais désormais à la surface. J'étais là, flottante, face au soleil. Rêveuse, souriante et heureuse. Cela faisait bien longtemps que cette sensation ne m'était pas arrivée. Une vague de souvenirs vint alors m'envahir. Ces si doux souvenirs qu'il avait laissés derrière lui. Il nous rendait si fiers de qui il était, de sa réussite. Je pleurais. De joie ou de peine? Je ne savais pas. Le soleil réchauffait mon corps et mon cœur. J'en avais besoin. Il fallait que je me ressaisisse. Il fallait que j'y arrive. Je devais y arriver. Je le sentis, près de moi, comme une vague de courage. Et il revint, enfin. Il n'y avait aucun autre endroit où je me sentais si bien. Il n'y avait aucun autre endroit qui me rendait si heureuse. Il n'y avait aucun autre sport que j'aimais tant que de nager. Ce jour-là, j'ai retrouvé le courage de reprendre ma carrière sportive. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais quitté l'eau si chlorée d'un bassin. Et je savais qu'il était toujours près de moi. Il faut que je vous raconte. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et en voulant ranger quelques affaires dans le grenier, je vois un dossier où s'y trouve la photo. Il y a 2 femmes. Leurs traits du visage sont durs et fermés. Elles me regardent. Je décide de parler de ma trouvaille au voisin et là, plus aucun bruit.
Je suis seul face au silence. Ils sont aussi figés et fermés que les deux femmes sur cette photo. Je tente timidement de demander ce qu'il se passe. Je n'ai pas de réponse. Je continue en demandant s'ils savent qui sont ces deux femmes sur la photo. Une voisine commence enfin à m'expliquer que selon ce qui se disait, ces deux femmes étaient deux sœurs. Elles étaient assez étranges. L'une sortait très peu. Quant à celle qui sortait, elle était fuyante. Ils n'ont jamais su quand elles ont quitté la maison. Quelques jours plus tard, dans une conversation avec une autre voisine, j'apprends par hasard qu'une mère vivait avec ses deux filles. Par chance, cette voisine connaissait la mère. Elle m'a donc donné leur nouvelle adresse. Il manque des réponses à mes questionnements. Qui était derrière l'objectif? Dans quel contexte la photo a-t-elle été prise? Vous imaginez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais voir la mère, je me présente comme le nouveau locataire de son ancienne maison, et je lui tends le dossier où il y avait la photo. Et là, contre toute attente, elle me repousse violemment. Pourquoi avoir une réaction aussi vive devant une photo de ces deux filles réunies? Ça me paraissait étrange. Toute mère réagirait correctement devant ce genre de photo. Un autre voisin m'annonce qu'il reconnaît le visage de la fille au premier plan. Il aurait lu qu'elle s'était suicidée. Quant à la deuxième, elle n'est jamais reparue. Je m'interroge sur ce qu'est devenue cette femme aux boucles d'oreilles. Et je remarque, en regardant une nouvelle fois la photo, une trace sur le visage de la deuxième fille. S'agissait-il d'une cicatrice, d'une tache de naissance ou d'une trace physique résistante à la suite d'un coup? Je devais apprendre, des semaines plus tard, que la fille dont on voit l'entièreté du visage était victime de l'acharnement de l'autre. Dans un élan d'impulsivité, la fille victime a tiré sur sa sœur. Jamais je n'aurais imaginé qu'une photo m'aurait amené à découvrir une histoire aussi sombre. Un meurtre entre deux sœurs. Au début, on n'y prête pas vraiment attention. On pense qu'on n'y viendra qu'une seule fois. On a tort. Toujours ce même couloir, grisâtre, morose et maussade. On va y passer du temps dans ces fameux couloirs, tous aussi angoissants les uns que les autres. D'abord, celui du métro, qui vous conduira à votre rendez-vous. Cette espèce de passage étroit, où les gens se marchent dessus, sans y prêter attention, ni même s'excuser. Puis vient le second couloir, celui de l'attente interminable. Quand vous avez de la chance, quelques tableaux colorés sont accrochés au mur. Mais les affiches qui y sont représentées nous rappellent pourquoi nous sommes ici. Quel intérêt? Pourtant, on nous rabâche toujours. Restez positif, il faut y croire. Moi, je vous le dis, ce n'est pas avec ça qu'ils vont nous donner espoir. Premier rendez-vous où j'ai été confrontée à ce corridor. Simple contrôle de routine. J'avais seulement quelques symptômes, mais ma famille a préféré que je consulte. Je prends le temps d'observer l'espace autour de moi. De toute manière, il n'y a que ça à faire en attendant mon tour. Quelques personnes sont présentes et attendent
assises. Moi, je ne les imite pas. J'ai surtout hâte de repartir et de ne plus jamais revenir dans cet endroit détestable. Pourtant, je ne le sais pas encore, mais je vais devoir revenir bien plus souvent que prévu. Les individus ont tous l'air affligés. Ça m'agace. Ce sont les clichés des hôpitaux. Des murs blancs, des couloirs interminables, avec une odeur spéciale, et des gens qui ont constamment des têtes abattues. C'est à mon tour. Un homme d'une 50aine d'années me reçoit. Tout est réuni pour que le rendez-vous se passe dans de bonnes conditions. Fin du rendez-vous. Cancer du poumon. Phase terminale. Soins de fin de vie. Ce sont les seules phrases que j'ai retenues. Je me souviens être sortie, m'être assise sur ces chaises, avec ces personnes, et la même tête abattue qu'eux. Depuis ce jour, j'ai peur, mais je ne montre rien. Ce couloir, je l'ai côtoyé et je l'ai apprivoisé. C'est lui qui m'a accompagnée jusqu'au bout. Lorsque j'étais en séance de chimio, je m'amusais à compter ces carreaux blancs au plafond, ou bien le nombre d'ampoules grillées sur chaque néon. C'est aussi dans cette surface neutre que j'ai réfléchi à ma vie. Aujourd'hui, je suis dans l'ultime couloir, à l'aube de mes 41 ans, me remémorant tout cela. Il me reste une dernière décision à prendre, un dernier couloir à traverser. Il n'est pas comme tous les autres. Celui-ci est lumineux, il est beau et spacieux. Je sens que je dois le franchir. Il me donne la sensation que tous mes autres proches qui l'ont connu sont apaisés. Cette fois-ci, je n'ai plus peur. J'avance. Et je sais que la mort est belle. Nous menons notre balade en bord de mer, sous le soleil de cette belle journée. Il n'y a pas foule sur la partie piétonne, quelque peu venteuse. Les rayons nous apportent un petit peu de chaleur. D'ailleurs, nous pouvons entendre le bruit des frottements de nos longs imperméables qui se frôlent par moments. Depuis la pointe de la jetée, j'aperçois ce large paysage.
Cette ligne d'horizon est en mouvement d'onde. Les vagues se forment avec le vent. Cette couleur bleue sur l'infini de la mer et ce bleu plus clair du ciel forment un dégradé apaisant. On ressent un sentiment de liberté, de solitude. On aperçoit sur le rivage, formé de sable fin et d'algues ramenées par les vagues. Nous visualisons tout le chemin parcouru depuis ce matin, sans même en apercevoir notre point de départ. Il n'y a pas beaucoup de monde sur l'avenue piétonne, mais quelques goélands sur les rochers. Le battement de leurs ailes crée un mouvement peu rassurant, ce qui nous fait parfois lever les yeux au ciel. Notre sentiment de liberté se perd lorsque les goélands se rapprochent de nous. Nous prenons peur lorsqu'ils commencent à voler de plus en plus bas, comme si un groupe fonçait sur nous, puis repartait de plus belle. J'aperçois une personne de dos. On la regarde. Elle semble faire signe, bras tendus vers le ciel, à un bateau lointain. Elle fait des mouvements de gauche à droite, quelques secondes. Ces oscillements de bras attirent les goélands dans le ciel. Elle aussi l'a remarqué car, insouciante, elle tend un morceau de pain vers le ciel pour les attirer. Un cercle se forme par le mouvement dans l'air des goélands, tel un spectacle. La relation entre l'homme et l'animal est en harmonie avec le paysage. Quelle est cette personne sans visage ? Telle une statue, elle ne se retourne pas. Cela m'intrigue. Je continue de la regarder, les goélands, puis cette personne, puis les goélands. Quand tout à coup, une légère rotation de son corps. La voici de profil. Elle s'est retournée, les cheveux au vent.